Découvrons la face cachée d'un métier, où la passion révèle la mission. Partons à la rencontre des acteurs du métier de la coiffure. Avec eux, je démêle les chemins de chacun, leurs ambitions, leurs valeurs, leurs réussites, mais leurs doutes aussi. Mon but ? Mettre en lumière l'humanité du plus beau des métiers. Bonsoir Annabelle. Bonsoir. Bienvenue dans l'émission Les cheveux dans les yeux, une émission dédiée aux coiffeurs mais également au grand public. Je suis aujourd'hui à Saint-Malo pour te rencontrer et donc c'est avec plaisir que je t'accueille dans l'émission Les cheveux dans les yeux. Merci d'être venue déjà. Écoute, j'ai fait le trajet avec grand plaisir. J'avais envie de te rencontrer parce que tu es pour moi une coiffeuse comme je les aime. On pourra le découvrir peut-être plus en détail dans un décor atypique. Mais surtout, tu as un parcours incroyable. Et encore plus incroyable, tu travailles dans un cabinet privé à ton domicile. Et donc, je n'avais pas eu l'occasion de donner la parole à une coiffeuse en cabinet à domicile. La raison pour laquelle je suis là. Alors, je vais commencer par la première question. Annabelle, la coiffure, pourquoi? Déjà à 6 ans, je disais je serais coiffeuse. Donc c'est une passion, mais presque une vocation, parce que j'ai jamais changé d'idée. Et donc je m'amuse en fait. On dit c'est un travail, mais pour moi c'est aussi presque un amusement, parce que c'est vraiment ce que j'aime. Donc je vais quand même rappeler qu'on ne se connaît pas, qu'on se connaît à travers les réseaux sociaux dans un premier temps. Je te suivais sur tes réseaux et tu suivais les miens. On s'est rencontrés lors du premier confinement de façon virtuelle. Et puis on ne s'est plus jamais quitté réellement, mais ton parcours, je ne le connais pas très bien. Mais je sais qu'il est assez... tu as plein d'anecdotes, donc tu as fait partie d'équipes assez... de grands salons parisiens. De grands salons parisiens avec un parcours complètement dingue. Un salon dans lequel il y avait, tu me disais, 70 employés, 300 mètres carrés, un des plus grands de Paris. Un salon où c'était le monde de la nuit en plein jour. Mais avec des personnalités très professionnelles, très formées. Donc ça m'a beaucoup appris. D'accord. Et après j'ai continué dans ce style de salon. Un autre salon dans le Marais, le salon d'Agop. Je peux citer parce que c'est un maître pour moi. D'Agop. Agop Ozaroun. Ok, d'accord. Qui est vraiment une personne à laquelle je suis très attachée. J'ai travaillé 7 ans chez lui dans le Marais. D'accord. Et c'était un salon qui faisait galerie d'art. Okay. Donc on faisait aussi des expos, et en fonction de l'expo de l'artiste, tout le salon changeait, tout se remettait en question tous les 3-4 mois. Et on faisait des vernissages et tout, donc c'était assez atypique comme concept. Donc j'imagine qu'on passe pas de coiffeuse débutante sur ses poupées à coiffeuse dans le Marais. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours? Est-ce que tes parents ont été OK? Ah oui, complètement. Est-ce que du coup, tu habitais déjà à Saint-Malo? Tu es montée vivre à la capitale? Comment ça s'est passé? Alors, je suis montée vers 18 ans à Paris. D'accord. J'ai passé mon brevet professionnel. Donc, tu as eu le CAP où? Ici en Bretagne. En Bretagne, ok. Voilà. Et après, je suis montée directement à Paris pour des raisons personnelles. Mais du coup, je me suis formée davantage là-bas. Et d'ailleurs, quand on fait le puzzle à la fin, on sait pourquoi les choses se sont passées ainsi. Enfin, moi, je le prends comme ça. Du coup, et c'est vrai que ça m'a permis plein d'opportunités. J'ai coiffé pour des défilés, des shows, des événements. Donc forcément, j'aurais pas forcément, sans dénigrer non plus la province, parce qu'on y trouve autre chose, mais j'aurais pas eu cette expérience dans le métier comme ce que j'ai pu avoir à Paris. Ok. Voilà. Après, je suis revenue donc ici depuis 8 ans et demi, et je suis contente maintenant d'être ici. Mais j'ai adoré Paris, j'ai adoré les expériences que j'ai vécues là-bas, mais maintenant je suis contente d'être ici et de faire toujours les deux. Ok. Je repars donc 8 jours par mois coiffer ma clientèle à Paris, 8 à 10 jours, et je coiffe dans 2 agences de pub à Paris. Voilà. Ok, donc alors tu as fait un choix personnel de mixer une vie parisienne avec une vie au bord de la mer. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire les avantages à ce choix-là? C'est complètement différent.
C'est-à-dire qu'ici, on a la qualité de vie quand même. C'est-à-dire qu'on a quand même l'impression d'être en vacances. Et au départ, je suis revenue, parce que je suis malouine, donc je suis revenue à mes sources. D'accord. Et j'avais pas de clientèle ici. Donc je me suis dit, je sais pas, peut-être développer quelque chose ici. Et puis très vite, l'idée est venue de repartir à Paris. Donc, j'envoie un message à mes clientes en disant je viens de telle date à telle date. 3 semaines avant, sans prétention, c'est complet. T'es bookée, oui, c'est ça que je veux dire, c'est voilà. que je suis pas ici par hasard, tu es une vraie passionnée. Oui. D'ailleurs, tu expliqueras aux jeunes qui hésitent peut-être à faire ce métier-là, les plus qu'il y a à pratiquer ce métier. Mais moi, je suis vraiment là parce que je parle à une passionnée du métier, à une ultra formée. Et contrairement à ce qu'on pense, hein, les coiffeuses à domicile chez elles ou ailleurs ne sont pas forcément des coiffeuses qui se cachent, qui ne sont pas déclarées et qui ne sont pas formées. C'est pour ça que je suis là. Donc si tu veux... en fait, le principe est simple, c'est que du coup, ici, j'ai développé petit à petit. Et je reçois vraiment les clientes de façon, entre guillemets, privée. C'est-à-dire que quand j'ai une cliente, même si j'ai 3 heures ou 4 heures sur sa tête, je ne reçois qu'une personne à la fois. Même s'il y a une couleur qui pose, j'attends le temps de la couleur. C'est un temps qui lui est dédié. Voilà, qui lui est défini. Et donc, c'est un temps pour elle. Vraiment, c'est un temps particulier pour elle et destiné pour elle. Ok. Donc, et les gens te rencontrent comment alors Alors, par les réseaux. D'accord. Et puis de bouche à oreille. Alors ici, c'est une petite ville. Hein, donc, les choses se savent assez vite. Hein. D'accord. Et voilà, donc du coup, c'est vraiment de bouche à oreille par les réseaux. Et voilà, petit à petit, ça fait l'effet boule de neige. Au départ, je pensais même pas, moi, parce que je faisais en 8 jours à Paris mon mois de travail, de salaire. Donc, je pensais éventuellement travailler de parcimonie ici. Et il s'avère que ça commence à bien venir. Finalement, tu travailles presque plus ici qu'à Paris maintenant. Je dirais pas presque plus, mais de façon équitable, quoi. Équitable. Ouais. Ok. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais à un jeune, les qualités du métier? Qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport à ton expérience de vie, par rapport à ton expérience de coiffeuse? Qu'est-ce que le métier t'a apporté? On n'imagine pas bien 70 employés dans un salon. J'ose imaginer que c'est énorme en termes de lien social, de connaissances, comme tu disais, un DJ dans un salon en pleine journée, le monde de la nuit, le jour. Au milieu, il y a des clientes. C'est ça. Après, j'ai pas fait que des grands salons. J'ai fait, pardon, je te coupe, j'ai fait aussi des salons où on était moins nombreux, du coup c'était plus familial, j'ai connu ça aussi. D'accord. Donc j'ai eu les deux versions en fait. Donc ça c'est pas mal aussi. Le salon d'Arnaud c'était aussi un grand salon, mais on devait être une vingtaine de salariés, du coup c'était plus familial. Ok. Voilà, on faisait des voyages ensemble, on faisait des choses plus familiales. Et moi je vais continuer de te demander qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui aurait, parce qu'en fait il y a pas mal de jeunes qui m'écrivent pour ça et qui rêveraient d'aller travailler dans les endroits où tu as travaillé. D'abord, je te demanderai ensuite si ta clientèle est au courant de ton parcours. Mais voilà, ce que je voudrais que tu nous racontes, c'est qu'est-ce qu'il y avait de si vibrant, magique, rock, parce que je sais que tu n'es vraiment pas atypique par hasard. Ce salon en particulier qu'on cite depuis tout à l'heure, j'ai vu une pub dans un magazine, j'ai dit je veux travailler là. Ça m'a tellement inspirée, je me suis tellement reconnue dans cette pub. À l'époque, c'était hyper rock, c'était le salon... à l'époque, effectivement, de Paris, où tout le monde voulait aller. Mais c'était pas ça, ma motivation. C'était vraiment, je me suis dit, je sais pas, je me suis reconnue dans le visuel de cette pub et je me suis dit, c'est là que je travaillais. Donc, tous mes jours off, j'allais voir le manager en disant, est-ce que vous avez besoin et voilà. Et donc, effectivement, il m'a embauchée. En sachant qu'au départ, moi, j'avais déjà mon brevet, mais on retourne assistante dans ce genre de salon où ils vous font des formations internes. Ah, ça, il faut que tu nous expliques ça. Donc, tu avais déjà ton diplôme. J'avais déjà mon brevet, mon CAP et mon brevet professionnel. Donc, j'avais 24 ans, donc j'étais déjà depuis 8 ans coiffeuse. Oui. Et donc là, on repart à zéro, entre guillemets. C'est-à-dire qu'ils nous demandent d'oublier presque ce qu'on a déjà appris. De désapprendre. Et voilà, pour réapprendre. Et ce qui est très intéressant, parce que du coup, alors il faut mettre son ego de côté, parce qu'on retourne au bac, au ballet, on assiste les coiffeurs. Alors le bac, le ballet pour le grand public. Oui, c'est-à-dire les shampoings, les soins, ce qu'on fait au démarrage d'une carrière de coiffeur, d'apprenti. Oui. Donc voilà, mais c'était pas grave. Et du coup, on réapprend via des formations internes, des trainings, entre guillemets, on appelle ça des trainings. On réapprend leur technique de coupe. Moi, ça m'a tout changé. Clairement. Puis surtout qu'à l'époque, ils avaient une académie, donc les coiffeurs de l'extérieur venaient faire des formations dans ce salon, donc ça m'a aussi ouvert des portes pour après, forcément pour aller ailleurs. C'était aussi, voilà.
Donc, c'est surtout qu'est-ce qu'apporte ce genre de salon et ça apporte des rencontres, ça apporte des expériences de vie, plein de choses. Tu as fait des shows de coiffure, des choses comme ça, des shootings photos. Oui, raconte-nous un peu l'univers, comment c'est, emmène-nous dans ce qui s'y passe là dans ces salons. Presque le vivre. Oui. Faut le raconter. Les shootings, c'était plutôt. En fait, les gens n'imaginent pas. Non. Moi, je sais d'où tu viens et c'est pas pour rien que je suis là, mais un jeune aujourd'hui, non pas qu'on soit vieille, mais ne connaît pas du tout ces années-là. Ces années folles de la coiffure, folle, où les coupes étaient structurées, déstructurées, où il y avait vraiment des vraies formes asymétriques, géométriques, tranchées. Aujourd'hui, on est dans des choses un petit peu, personne se lance. Non, c'est vrai. Vraiment, on est un peu dans une mode à l'américaine. Ça peut revenir, des choses un peu graphiques, mais on se dit que voilà, pour couper les cheveux comme ça, il faut des vraies formations. Déjà, pour entre guillemets faire du grand trash, il faut connaître des bonnes bases classiques. Voilà. C'est essentiel. Comme la musique, j'ai envie de dire. Donc, c'est toujours ce qu'on nous a appris et c'est la vérité, je pense. Donc, tu avais combien de trainings par semaine? On en avait 2 voire 3. 2 voire 3, à quelle heure? C'était après le travail. Non, parce qu'aujourd'hui, quand on parle des 35 heures et tout ça... Non, il n'y avait pas de ça, il n'y avait même pas de 35 heures. On faisait effectivement les heures de travail et après, c'était, tu ne comptais pas tes heures, tu ne rattrapais pas. C'était ta motivation personnelle. Et tu allais chercher tes modèles dans la rue et tu te débrouillais. Il faut tel modèle, tel soir pour telle coupe. Donc tu te débrouilles, tu trouves. Donc tu étais ultra débrouillard. Tu trouvais pour des coupes de cheveux un peu improbables en plus. C'est ça. Comme c'était le salon tendance de l'époque, tout le monde était motivé pour venir. C'était des salons avec des tarifs très cher. Il y a 20 ans... Est-ce que tu peux nous dire un tarif d'il y a 20 ans? C'était 120 € la coupe à peu près, il y a 20 ans. Voilà. Après, c'était par grade de coiffeur. Donc, plus il y avait de l'expérience interne au sein du salon, plus le coiffeur avait un grade cher. Plus il coûtait cher. Voilà, donc le client choisissait son coiffeur en fonction de sa demande. Voilà. Et donc oui, à l'époque, parce que des fois, les gens maintenant pour mettre 120 € dans une coupe, il y a 20 ans c'était déjà le tarif là-bas et on ne désemplissait pas. Voilà, donc effectivement. Est-ce que tu sais ce qui faisait venir la clientèle là-bas? C'était un groupe londonien, donc avec une culture différente. Ça a amené une vague différente à Paris. Voilà. Une nouveauté? Une nouveauté. Et c'est vrai que tout le monde voulait la coupe de ces salons, du moment. Mais il y avait des choses très excentriques, des coupes léopards sur les mecs. Parce qu'aujourd'hui, on redécouvre un peu les blonds polaires sur les hommes, les gris, tout ça. On peut dire que nous, on a tellement vu ça qu'on... ça se faisait déjà. Ça se faisait déjà. C'est quelque chose qui fait partie presque qui faisait partie de ta normalité. Et ça se faisait déjà, et je pense que ça se faisait déjà depuis longtemps, par exemple à Londres. C'est-à-dire que même encore maintenant, la culture française fait qu'on n'est pas d'énormes excentriques. On va à Londres, dans la rue, les gens sont les cheveux verts, les cheveux bleus depuis les années 80. Donc on n'a pas non plus tout réinventé en France. Et justement, peut-être que ce genre de salon a amené une culture nouvelle en France. Et je pense que c'est ça qui rendait les gens curieux. Ils avaient envie de venir voir autre chose. Qu'est-ce qu'on fait dans ce salon où tout le monde dit c'est incroyable. Mais c'était un peu des atypiques qui venaient te voir ou des gens somme toute normaux? Il y avait la clientèle entre guillemets normale, j'ai beaucoup entre guillemets. C'est entre guillemets. Après, il y avait beaucoup de gens de la télé, des artistes, voilà. Qui parlaient de vous donc après. Ah oui. En fait, vous étiez un peu les influenceurs avant les réseaux. Ah, sûrement, oui. Il y aurait eu les réseaux, ça aurait été encore plus, ça aurait explosé encore plus, mais à l'époque, oui, c'était. Oui, puis c'était vraiment, il y avait des coiffeurs hyper lookés. Je me rappelle, j'avais une collègue, on aurait dit Cyndi Lauper, par exemple. Voilà. Un mec avec une crête, des pointes, ça, c'était des coiffeurs atypiques, quoi. C'était des artistes avant d'être des coiffeurs. Voilà. J'avais un collègue, après, il a été le coiffeur de Galliano. C'était des artistes. Voilà, des artistes mélangés entre eux, donc forcément, ça émane une énergie artistique hyper importante et intéressante dans le lieu. Et toi, c'est ce que tu as reproduit chez toi, moi, je trouve. Ah oui? Ouais. Ah, c'est sympa. Bah oui, parce que j'ai passé la journée en immersion avec toi, puisque je viens de Paris. Du coup, c'est Paris qui vient à toi, donc c'est assez fort de faire ça, de me faire le trajet. Et oui, j'ai vu que
tu es vraiment passionné, tu lâches pas dans le reflet, dans le millimètre du cheveu, le nombre de gestes que tu fais. Quand tu coupes les cheveux, je sais même pas si toi tu t'en rends compte. Non, parce que c'est comme marcher, c'est mécanique. Tu n'économises aucun geste. Tu es vraiment, on est loin de la coupe à la tondeuse. Alors après, c'est une autre technique. Oui. J'ai envie de dire, c'est le résultat qui compte. C'est le résultat qui compte. Moi, c'est pas ma technique. Voilà. Même les coupes très courtes. Après, je fais pas les coupes à blanc, homme, hyper à blanc, donc ou qui demande la tondeuse. Bon, s'il faut vraiment les dégradés américains, en homme. Si, je le fais. Je peux le faire, mais c'est pas moi, j'adore faire au ciseau. Enfin voilà. Okay. Est-ce que tu pourrais expliquer combien le métier demande de technique pour un jeune qui regarderait l'émission? C'est-à-dire que moi, je vais arriver sans le cacher à 45 ans et j'apprends encore, quoi. Donc, de technique, on apprend tout au long de sa carrière et il faut se former tout au long de sa carrière. Donc, c'est important. Voilà. Mais je pense que si quelqu'un est passionné, on ne demande même pas le temps, on le fait. Enfin, c'est une passion, donc on le fait. On a envie de s'améliorer, on a envie c'est comme l'informatique, ça évolue. Enfin, je pense que les coiffeurs de maintenant coiffaient comme quand on a commencé en apprentissage, même les techniques de coupe, on coiffait droit à l'horizontale, maintenant tout est piqueté, c'est plus léger. Après, ça dépend si on a envie de faire des formes graphiques ou pas, c'est toujours pareil. Oui, en fait, tu suis l'évolution de la coiffure et tu te formes à chaque fois. Ah bah, il faut. Et nous, oui, c'est vrai que c'est un métier évolutif qui bouge en permanence, qui est mouvant. Et si tu te déconnectes de ça, c'est comme la mode. Voilà. Donc, du coup, à Paris, tu viens chercher ça un peu aussi ou tu le trouves ailleurs aujourd'hui? Ça commence à venir en province. Parce que, en fait, la coiffure, moi je trouve. Alors, ce qui me plaisait beaucoup de retourner à Paris tous les mois, c'est même des visuels de rue. Le style des gens, j'adore aller dans le Marais, voir des vitrines, ça c'est inspirant. Tu t'inspires? C'est inspirant même pour notre métier, je trouve. C'est très les visuels. Tu ouvres ton œil, enfin tu l'as tout. Si il y a une expo à Beaubourg, je vais à Beaubourg faire l'expo ou je cale mes dates sur l'expo parce que c'est important. Alors j'ai fait aussi une école d'art avant la coiffure. Ah donc, oui. Dis-nous une école d'art avant la coiffure. Oui, après c'était pas non plus, c'était pas les beaux-arts, hein, mais j'ai fait une école avec Monsieur Rocavois. D'accord. Petit clin d'œil. Voilà, donc c'était. Après, moi, je savais que je voulais être coiffeuse, mais je trouve que c'est complémentaire pour le coup. Ah bah tout à fait. Les volumes, en fait, les volumes, les formes, les couleurs. Voilà. Et puis je trouve que ça se complète en fait, l'art, la coiffure, la mode, tout ça, ça peut être un ensemble en fait. Ok. Et alors, Annabelle, est-ce que donc on n'a pas dit Annabelle Jamais, c'est ça? Est-ce que tu imagines plus tard un autre endroit? Est-ce que tu te projettes avec d'autres envies ou avec les mêmes? Qu'est-ce que Alors, c'est vrai que je pensais pas que ça allait se développer autant ici. D'accord. Donc là, ça commence à bien se développer. Alors j'espace un peu plus mes venues à Paris, parce que c'est quand même, c'est sport, hein, Paris quand j'y vais, je fais du 7h, 1h du matin, 7h minuit. Oui, en fait, en fait, c'est comme si tu étais coiffeuse dans le monde du spectacle. Tu es avec ta valise, enfin, je sais pas comment tu appelles ça. J'ai 35 kilos sur le dos, la valise, le bac, j'amène tout. Tu te déplaces. Je me déplace et en fait, je compose un petit salon. Sur place. Voilà, donc des fois, je fais même des après-midi, les filles me réservent l'après-midi, elles viennent se faire. En fait, toi, où que tu ailles, tu recrées un endroit qui disparaît après. Quand tu te déplaces, il faut qu'il y ait une patte. Oui, puis même, on a créé des choses. J'ai un groupe à Montreuil, par exemple, c'est apéro coiffure. Donc, les amis de la personne qui reçoit viennent même pour voir. Pour elle, son mec, il est DJ, donc il fait la musique. L'autre fois, il y avait une maquilleuse. On a fait une soirée comme ça, un peu, entre guillemets, événementielle. Et il y a des gens qui viennent juste pour prendre l'apéro. Ils amènent leur bouteille. Oui, parce que j'oublie de dire que tu es humaine, très très humaine. Moi, c'est ça qui me fait toujours me déplacer, c'est la formation et l'humanité. Voilà, on peut même dire que tu fais des maraudes sans en parler, que tu sors des gens carrément de la rue. Toi, tu fais pas que les coiffer, tu leur trouves des endroits des lieux de vie. Après, c'est pas ton métier, mais en fait, la coiffure, je sens vraiment que pour toi, c'est humaniser, redonner vie, prendre soin. C'est-à-dire que même, tu parles des maraudes, c'est-à-dire que même des femmes qui n'ont pas de moyens, si tu les coiffes, elles t'apprennent même beaucoup. Parce que c'est dans leur regard que tu comprends que notre métier est important. C'est-à-dire que tu vas les coiffer, moi je vais voir des personnes dans la rue, ou tu vas les coiffer, tu leur apportes ça, elles se regardent dans le miroir, elles sont changées, quoi. Tu vois, tu leur as apporté quelque chose qu'elles ne peuvent pas s'apporter elles-mêmes. Et des fois, ça leur met même un coup de boost pour leur vie. Tu vois, de se dire, ah ouais, non, j'existe encore, tu vois. Donc elles te font même un cadeau, en fait, par le regard qu'elles ont dans le miroir.
Donc oui, Tu dirais qu'on peut changer des vies? on peut les améliorer, les changer probablement, les améliorer. Bah moi, je sais que tu as changé la vie de quelqu'un qui était dans la rue, donc je peux pas te laisser dire on peut améliorer parce que toi, tu peux changer pour le coup la vie de quelqu'un. On peut tous changer la vie de quelqu'un si on le veut, dans n'importe quel métier en fait, je pense. Voilà, c'est ça. Oui, alors oui, après, il faut vraiment... Toi, tu passes par la coupe de cheveux. C'est ton liant et tu fais ça aussi en salon. Enfin, j'ai vu que... Ouais, j'aime bien. Mais je trouve que les clients nous font aussi beaucoup confiance. Hein. C'est une carte de confiance. D'ailleurs, les premiers rendez-vous, quand les clients prennent rendez-vous par message, déjà avant tout diagnostic, toute chose, je les remercie de la confiance qu'ils m'accordent. Parce que c'est aussi, entre guillemets, un pacte entre le client et le coiffeur. C'est-à-dire, on ne coiffe pas des têtes malléables. On coiffe des gens... Alors, il faut que tu expliques ce que c'est pour le grand public, une tête malléable. C'est une tête qu'on pose sur un pied pour apprendre à coiffer quand on commence la coiffure. En fait. Sur lequel on peut s'entraîner des heures, louper, arracher. Qui n'a pas forcément d'âme et de cœur. Donc là, on n'est pas là-dessus. Et effectivement, si moi j'ai pris d'ailleurs, ça m'est arrivé cet après-midi, j'ai pris une cliente et au niveau de la couleur, on n'était pas dans ce qu'on voulait du résultat. Je l'ai gardée 2 heures de plus jusqu'à ce que je sente qu'elle soit bien. Qu'elle soit alignée avec qu'elle soit alignée, qu'elle soit bien. Je sais trop ce que c'est. Oui, parce qu'Annabelle est une coiffeuse qui peut passer de roux à blonde, de blonde à roux en moins de 24 heures. C'est ça, c'est ça. C'est-à-dire, tu sais pas, il faut vraiment savoir ce qu'on a envie et savoir ce qu'on apporte à la cliente et lui apporter ce qu'elle veut surtout. Ok. Voilà. Et toi, ta mission de coiffeuse, si tu devais la définir, il resterait quoi à la fin de toi? D'embellir les gens. D'embellir les gens. J'ai aussi coiffé à l'époque, pionnière maintenant du relooking à la télé, qui nous amenait donc dans le salon dans lequel je travaillais. Tu peux pas dire le nom? Si, Christina Cordula. Ah, ok. Voilà, elle nous amenait ses clients à l'époque, parce qu'elle, à l'époque, elle allait dans les boutiques choisir pour relooker les gens. Elle a commencé aussi comme ça. D'accord. Donc elle travaillait, j'imagine, à son compte. Elle n'était pas encore à la télé? Je pense pas, non, je crois pas. D'accord. Si, peut-être ça a été plus tard, mais je crois pas. Donc elle vous amenait Elle nous amenait ses clients, donc on les relookait de A à Z, couleur, coupe, il y avait une maquilleuse qui faisait, il y avait même la colorimétrie pour les vêtements et tout, il y avait une étude là-dessus. Okay. Donc j'ai cette formation-là. Parce que tout ça, finalement, tu ne le dis pas. Non. Si on vient pas fouiller dans ta vie, on ne le sait pas que tu as fait tout ça. Enfin, je sais que tu connais beaucoup de coiffeurs aujourd'hui qui sont installés à Los Angeles, à Las Vegas, qui ont des salons, tu me disais, de 700 mètres carrés. Aujourd'hui, l'entrepreneuriat, aujourd'hui, la coiffure, beaucoup de personnes pensent encore que c'est des métiers qui gagnent petit, qui se débrouillotent, qui vivotent. Toi, tu as vraiment rencontré, de par le milieu dans lequel tu as évolué, des coiffeurs qui ont décollé, qui voyagent en jet, qui ont une vie complètement à l'américaine, qui ont réalisé leur rêve américain grâce à notre métier. Grâce à notre métier, tout à fait. Le plus beau, et des métiers. À notre métier et des rencontres. Et des rencontres. Voilà, le relationnel, toujours, ça. Oui, les rencontres, puis les rencontres font aussi une carrière, je pense, et puis entre guillemets aussi le savoir-faire. Oui, le talent, l'envie, la passion. Ok. Ouais. Et alors, je vais te poser une autre question. Est-ce que tu travailles à l'intuition? Ça peut m'arriver, oui. Ça peut m'arriver. En tous les cas, oui, au ressenti, oui. Déjà, quand on fait des transfos, des relookings, effectivement, il faut essayer de comprendre ce que veut la personne. Et à l'intuition, oui, ça peut m'arriver. Ça peut t'arriver? Bon, ça, c'est ma petite question, même si je sais que tu es... Parce que comme tu as beaucoup de technicité, j'ai interviewé parfois des coiffeurs qui me disaient surtout pas l'intuition. Parce que la technique, on est sûr de la technique. Ah, mais ça n'empêche pas. L'un ne va pas sans l'autre. On peut être intuitif, c'est-à-dire deviner ce qu'a envie la personne sans qu'elle l'exprime. C'est ça aussi l'intuition. Et appliquer après la technique. C'est pas faire n'importe quoi. Parce que oui, il y a eu un moment où on parlait de coiffure au feeling. Oui. Et donc, ça a été assez déprécié. Parce qu'on disait au feeling, c'est pas structuré. Ah oui, non. Non, toi tu vois ça autrement. Non. Après, je pense que pour moi, travailler à l'intuition, c'est deviner ce que la personne a envie dans le diagnostic sans qu'elle l'exprime. Donc dans le temps de consultation. Dans le temps de consultation. Mais après, je fais valider quand même par la
par la cliente, tu vas dire la patience. C'était très bien. Lapsus ou un pléonasme, je sais pas. Mais je vais pas lui couper court, si elle a les cheveux dans le bas du dos sans lui demander son avis et lui dire c'est comme ça. Non, bien évidemment, c'est. Ok. Voilà. Donc à moins qu'elle me laisse carte blanche et ça arrive rarement quand même. Ils donnent quand même leur validation, les clients, c'est normal, c'est leur tête. Okay. Mais c'est vrai qu'il y a aussi des fois des clientes qui viennent et qui disent qu'est-ce que tu ferais, comment tu me vois. Qui te laissent complètement leur tête. Qui ont confiance. Ouais. Ok. Ouais. Et est-ce que en 20 ans ou 25 ans de carrière, tu as vu tu as vu une évolution du métier? Ben, je trouve que oui, même on voit sur les réseaux, sur Insta, tout ça, même les gens qui sont pas dans la coiffure, le cheveu c'est très important. On voit même des personnes qui sont pas dans la coiffure, qui font des tutos, qui font des photos par rapport à leurs cheveux. Le cheveu, c'est un accessoire de mode maintenant. C'est pas n'importe quoi. Okay. Ça fait partie de la personnalité. C'est même très important, je pense. Tu penses que c'est plus important qu'avant? Comment tu dirais? Je pense pas que ce soit plus important qu'avant. Dans les années 70, c'était très important aussi. Il y avait un style de coupe qui était très la Farah Fawcett. Il y avait un style de coupe. Donc ça a toujours eu lieu dans notre société, la coiffure. Ça a marqué son temps, tout le temps, à chaque génération. Donc qu'est-ce que tu dirais qui a changé par rapport à Farah Fawcett, aux femmes âgées qui avaient des mises en pli toutes les semaines? Comment tu vois évoluer le métier, toi? On en parle plus, mais c'est les réseaux, ça aussi. C'est ça. Mais ouais. Ça a toujours existé, comme plein de choses, ça a toujours existé. Mais maintenant, on en parle, il y a des visuels, et on voit les choses. Et puis, si on veut voir une couleur qui est créée à Los Angeles, on tape sur Internet et on la voit en 2 secondes. Tu suis toi aussi des formations comme ça, ou des directs, des lives? Oui. Et puis pendant le confinement, il y a eu plein de choses. Donc oui. Mais même tout le temps, il faut et se mettre à la page. qu'est-ce que tu as pensé du regard des gens sur notre métier pendant le confinement? Je pense que ça a donné, ça a donné une pointure à notre métier. Les gens ont pris conscience de notre valeur, je pense. Vraiment. Okay. De notre valeur. Et que c'était un métier, parce qu'il y a eu des ratés quand même. C'est pour ça que je te demande. Moi, j'ai pas fait les tutos, vous faites comme ça, vous faites comme ça. J'ai dit non, c'est pas possible, on peut pas apprendre aux gens à coiffer. Ils vont patienter, les gens. Ils vont pas tous patienter. Non, il y en a qui ont pris ça pour de l'art. Voilà, aussi. Ou une expérience de vie. Essayer, c'était l'occasion jamais de franchir le cap, de passer de sa poupée ou d'une espèce de fantasme à la réalisation. Et peut-être qu'ils ont pris conscience que c'était un métier. Que notre métier, c'est aussi de la sculpture, de la prise en charge. Mais de voir faire les autres, c'est donc partout. Quand je te coupe, on a toujours l'impression que c'est facile quand on voit faire quelqu'un qui est à l'aise, on a l'impression que c'est facile à faire. Oui. Voilà, on voit un artiste. Donne-moi une tableau, je le fais. C'est ça, mais quand on s'y met, c'est différent. Voilà. Même les couleurs, il y a eu des cas de ça, parce que la couleur, c'est une technique aussi, donc ça s'apprend. Voilà. La colorimétrie, c'est des années et des années, parce que c'est ça aussi le but de l'émission Les Cheveux dans les Yeux. C'est vraiment de donner des conseils et des tips aussi aux jeunes qui voudraient commencer. Ça s'apprend pas en 2 ans, notre métier. Non. Combien tu estimes d'années de formation? Je sais pas, ça dépend de chacun, parce qu'il y a des personnes qui vont aller très vite et d'autres moins vite. Je me dis, il faut être régulier, moi, pour moi, c'est une carrière, la coiffe. C'est une vie. Ouais, c'est une vie. Mais alors, pour un jeune qui voudrait commencer? C'est vrai que je crois que maintenant, c'est 2 ans d'apprentissage. En 2 ans, on n'est pas formé, bien évidemment. D'accord, ça faut le dire, faut être clair avec ça. Après, c'est vrai qu'il y a des personnes qui peuvent aussi être très compétentes. Ou alors, on pourrait dire on peut être formé un peu, globalement, techniquement, mais que humainement, c'est ça. Il y a l'expérience, il y a plein de choses qui rentrent en compte après. Ok. Mais encore une fois, c'est comme tous les métiers. Un cuisinier n'apprend pas son métier en 2 ans, je pense pas. Il y a tellement de choses, il y a tellement un panel de choses à apprendre dans la coiffure. C'est pas juste un peigne et des ciseaux, la coiffure. Il y a tellement de choses à apprendre. C'est multivectoriel, multifactoriel. Il y a beaucoup de choses à apprendre. Okay. Beaucoup de choses, et ça évolue tout le temps. Donc c'est un métier où c'est pas la routine. On rencontre des gens, c'est jamais les mêmes personnes. Donc c'est effectivement. Alors il y a des salons où c'est toujours les mêmes personnes, où c'est une routine, c'est ronronnant. Oui, bon. Après, c'est pas ton cas, mais il y a des salons comme ça, c'est vrai. Et il y a des personnes qui ont besoin de ce genre de salon. Il y a besoin de se repérer. Il en faut pour. Je ne critique pas non plus ce genre de salon. Moi j'ai commencé la coiffure, il y a des dames qui venaient
lavaient leurs cheveux qu'au salon. Donc c'était tel jour, elles venaient pour leur shampoing, leur brochette. Alors moi aussi, j'ai commencé dans un salon, il y avait beaucoup ça. C'est ça. Les femmes ne lavaient pas leurs cheveux. Non, elles lavaient dans le salon de coiffure. Voilà. Ouais. Donc c'est vrai que maintenant, peut-être que les gens font... Alors ça casse un peu le métier aussi, j'ai envie de dire. Les gens font pas mal chez eux, avec tout ce qu'ils vendent dans le commerce, c'est pareil. Moi, quand je vois des kits de défrisage, des choses comme ça, moi, ça je fait ça peur. Fait peur. Ouais, ça fait peur. Alors, pour nous qui sommes techniciennes, quand on sait ce qu'il y a dedans, les gens se lancent dans des choses... Ça fait peur. Et donc, ça fait peur. J'ai travaillé avec des grands au début qui disaient, je ne ferai pas de produits à vendre dans le commerce, ça casse le métier. Et puis, le business a fait qu'ils l'ont fait. Okay. Et c'est dommage. La semaine dernière, pas plus tard que la semaine dernière, j'ai récupéré une jeune fille dont sa mère a fait une couleur blonde. Elle est arrivée, elle était jaune canari. Ouais. Elle est partie sur une base brune. Donc forcément, si tu connais pas la technique et t'as un tu penses que le packaging que tu vois, tu vas te l'appliquer, puis la couleur, puis tu vas avoir ça. On sait que c'est subtil une couleur. Donc là, nous on le sait. Le grand public ne le sait pas. La colorimétrie, alors c'est encore différent de la coupe. C'est encore une autre palette à apprendre. Oui, mais il y a aussi dans certains salons où on peut être que coiffeur ou que technicien. Dans des grands salons, il y a des coiffeurs qui ont des spécificités. Oui, c'est ça, c'est français. Et où ils font que la technique et que la coupe. Donc on peut choisir aussi, on peut choisir sa direction en tant que coiffeur, jeune coiffeur. Certains vont dire technicien ou coupeur. Ouais, voilà. Oui, parce que même ça, c'est deux termes qu'on vient d'utiliser que les gens n'utilisent quasiment plus. Oui, c'est vrai. Avant, quand on allait donc dans les salons dans lesquels tu as travaillé, j'ai travaillé aussi, on pouvait être technicien, ne faire que de la couleur, et être coupeur, ne faire que de la coupe. Et aujourd'hui, on demande de la polyvalence dans notre métier, d'être capable de faire plus de choses, les deux en tous les cas, voire parfois des coiffures aussi de mariage, alors là c'est 3. Enfin, on nous demande tellement de choses. Il faut être très varié. Très varié. Alors voilà, c'est bien, on a réussi à échanger sur une gamme assez... On pourrait parler encore des heures et des heures. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à toi? J'ai des projets, alors j'attends de voir parce que vu la conjoncture, on attend un peu tous. J'aimerais bien, j'aimerais bien peut-être créer un lieu. Un lieu atypique forcément. Oui, c'est mieux. J'aimerais pas, je veux pas un salon, je veux un lieu où les gens même viennent prendre un café, ils servent, ils prennent leur café, un lieu familial où il pourrait y avoir des expos, où il pourrait y avoir des événements et des concerts. J'adorerais. Et puis on avait parlé avec une amie de faire un salon de coiffure brocante, enfin voilà, un lieu où conceptuel, oui. Et où les gens se rencontrent aussi, ça peut être sympa. Les gens viennent prendre un café, hop ils passent, ils sont dans le quartier, tiens je suis chez Anna ou autre et viens prendre un café. Un lieu. À Saint-Malo? Oui, je pense. Ouais, je pense parce qu'effectivement la clientèle se développe de plus en plus. Donc peut-être qu'à un moment il va me falloir un pas de porte, peut-être. Peut-être qu'il va falloir que tu vois un peu plus grand encore. Ok, ben moi je vais te souhaiter tout ça à la belle et puis te remercier encore pour ce moment en toute intimité. Merci à toi. Les cheveux dans les yeux. Je sais que tu es très demandée, donc merci à toi de t'être déplacée. C'était un grand plaisir. Et puis au plaisir. À très bientôt. Oui, vraiment. Au revoir Annabelle. Au revoir.